bienvenue. Aujourd'hui, on explore des documents assez incroyables sur Marie Laveau et la Nouvelle-Orléans du 19e siècle. Oui, et sur cette culture créole si particulière. Exactement. Le but, c'est un peu de décrypter cette figure, Marie Laveau, et de comprendre ce monde assez complexe à travers ce qu'on a lu. C'est une vraie plongée, oui. La Nouvelle-Orléans de l'époque, c'est un mélange français, africain, espagnol, amérindien. C'est un creuset où tout se mêle, la religion, la survie, la résistance. C'est unique. Et les textes insistent beaucoup sur ce terme créole. Qu'est-ce que ça voulait dire concrètement à ce moment-là? Alors, créole, à l'origine, ça désignait surtout quelqu'un né en Louisiane. C'était lié à une culture spécifique, la musique, la cuisine, la langue même, plus qu'à une couleur de peau en fait. Ah d'accord, c'est ce terreau culturel qui a donné naissance au vaudou local, mais aussi au jazz, c'est ça, hein? Tout à fait. Le vaudou, le jazz, l'architecture, tout ça vient de là. Et ce vaudou néo-orléanais, les sources le montrent vraiment comme presque un outil de survie plus qu'une religion classique. C'est assez fort comme idée. Oui, c'est essentiel de le voir comme ça. Face aux épidémies, à l'esclavage, à la pression des autorités, le vaudou donnait des repères, une force communautaire. Et Congo Square, c'était vraiment le centre névralgique de tout ça. On imagine l'ambiance. Les textes décrivent ces rassemblements du dimanche, les danses comme la kalinda, les tambours, mais c'était surveillé, non? Ah oui, très surveillé. C'était une sorte de tolérance, mais toujours un peu sur le fil. Les autorités gardaient un œil, mais bon, ces moments étaient vitaux pour la communauté afro-créole. C'est là que se passaient les rituels les plus intenses, parfois avec ces histoires de possession par les esprits, le fameux grand zombie, l'esprit serpent, souvent associé à Marie Laveau d'ailleurs, avec des transes, des guérisons, Les documents parlent aussi de gris-gris. C'était quoi exactement? des sortilèges. C'est ça? Des charmes, des amulettes, des petits sorts, on peut dire. Dans un contexte où le pouvoir officiel leur échappait, le gris-gris, c'était un moyen d'agir, d'influencer un peu le cours des choses. Pour aider, pour nuire, pour se protéger. Une façon de reprendre un peu de contrôle, quoi. Et puis, il y a ce mélange étonnant, ce syncrétisme avec le catholicisme. Vénérer des saints catholiques dans un cadre vaudou. Les saints et les esprits vaudous cohabitaient, parfois même se confondaient. Saint Antoine, par exemple, était lié au Père Antoine, ce prêtre qui était proche de Marie Laveau. Et ce mélange, il est aussi au cœur de la figure de Marie Laveau, ou plutôt des Marie Laveau. Ah oui, c'est vrai. Les sources font bien la différence entre la mère et la fille. Ça a dû créer pas mal de confusion au fil du temps, j'imagine. Énormément. Alors, Marie-Julia Cronviassi, la mère, née au tout début du 19e siècle, morte en 1881. C'était elle, la figure connue pour son influence, son travail auprès des prisonniers avec le père Antoine. Elle a été mariée jeune à Jacques Paris, qui a disparu, puis elle a vécu avec Christophe Glapion. Et là, c'est intéressant. Glapion était blanc, mais il s'est déclaré homme de couleur. Pourquoi ça? Pour pouvoir vivre avec elle officiellement, et surtout pour lui éviter le système du plaçage, ces arrangements quasi-maritaux entre hommes blancs et femmes de couleur, souvent très précaires pour les femmes. Ah oui, c'est une stratégie de résistance en soi, ce choix de Glapion. Ça montre comment on pouvait jouer avec les catégories raciales de l'époque. Et la fille, alors? Marie Euchariste, née en 1827. Elle était coiffeuse, un métier parfait pour entendre toutes les rumeurs de la ville. Hmm. Elle semble avoir été plus flamboyante. C'est souvent elle qu'on associe au grand rituel au bord du lac Pontchartrain pour la Saint-Jean. Mais elle aurait été prêtresse vaudou un peu à contre-cœur, initiée par un certain Jim Alexander, ou peut-être un serpent, selon les légendes. Et puis elle disparaît mystérieusement après 1874. Donc, beaucoup de ce qu'on attribue à Marie Laveau, la légende, pourrait venir de la fille, en fait. C'est très probable, oui. La légende a fini par fusionner les deux femmes en une seule figure presque mythique. Et le tignon, cette coiffe. Les textes disent qu'elles le portaient toutes les deux. C'était imposé au départ, non? Oui, le gouverneur Miraut l'avait imposé aux femmes de couleur libre en 1786 pour marquer une distinction sociale, mais elles l'ont complètement retourné pour en faire un accessoire de mode, un signe d'élégance et de défi. Encore une forme de résistance. Tout à fait. Comme le fait d'utiliser les lois, parfois de façon très créative, pour protéger leurs biens ou même obtenir la liberté pour certains. Les sources donnent des exemples assez complexes. Oui, et il y a même ces rumeurs persistantes. Maria Viclier vendant des charmes pour aider les esclaves à s'évader. Glapion qui aurait peut-être eu un rôle dans des réseaux clandestins. C'est difficile à prouver, mais ça fait partie de l'aura. Et ce monde, il n'a pas duré éternellement. Congo Square a été fermé, la répression s'est accrue. Oui, progressivement. Il y a eu des raids policiers importants, comme en 1850, et puis les lois raciales sont devenues de plus en plus strictes, surtout après certaines révoltes d'esclaves, comme celle de Nat Turner, et puis pendant la Reconstruction, après la guerre civile. L'espace de liberté s'est réduit.
Et même dans la famille Lavaux, apparemment. Philomène, une autre fille de Marie I, elle aurait pris ses distances. C'est ce que certaines sources suggèrent, oui. Elle était infirmière, elle cherchait visiblement une forme de respectabilité, plutôt tournée vers le catholicisme. Elle aurait même nié l'existence de sa sœur Marie II, euchariste. Ça montre la pression sociale de l'époque et comment une partie de la communauté a pu vouloir s'éloigner de pratiques jugées peut-être trop dangereuses ou marginales. C'est après elle, d'ailleurs, qu'on va monter le houdou, c'est ça? Et les églises spirituelles. Exactement. Le houdou, avec des influences plus larges du sud-américain, et puis les églises spirituelles afro-américaines, comme celle fondée par Mère Lissier Anderson. Les pratiques spirituelles ont continué, mais elles se sont transformées, adaptées. Ce qui nous amène à l'héritage final, Marie Laveau, ou les Marie Laveau, figure historique devenue légende. Oui, une légende incroyablement puissante. Elle incarne cette résilience créole, ce syncrétisme unique et une forme de pouvoir spirituel face à l'oppression. Son nom est encore partout à la Nouvelle-Orléans. Et la question qui reste en suspens, à la lecture de tout ça, c'est comment faire la part des choses entre l'histoire, le mythe qui a grandi autour d'elle et cette dimension magique qu'on lui prête constamment. La frontière est mince, non? Très mince. Et c'est peut-être ça aussi qui continue de fasciner